Ma vie est faite de rencontres un peu magiques avec des gens bienveillants. Le Mexique m'a complètement aidée à casser mes codes. On ne fait pas de la mode, on fait du personnage. La carrière de Marilyn Fitoussi est singulière. Créatrice de costumes au Mexique pendant plus de 10 ans, on la retrouve ensuite au générique de films comme Paradise Lost avec Benicio del Toro, Bandidas avec Penélope Cruz et Salma Hayek, Taken 2 et 3, Valérian, et cette année Emily in Paris et Kaamelott. Marilyn, je suis ravie de vous accueillir pour le premier épisode de la 2e saison de Profession costumière pour explorer avec vous cette riche carrière. Soyez la bienvenue Marilyn. Bonjour Céleste, je suis ravie aussi. C'est dommage, on n'arrive pas à se voir. Voilà, Covid oblige, on est un peu à distance, mais bon, ça va être très agréable. Je suis ravie de passer ce moment avec vous. Je vous propose de commencer par une question d'introduction qui est comment êtes-vous devenue créatrice de costumes ? Qu'est-ce qui vous a mené à cette profession ? Alors, on va faire un petit retour vers le futur. Imaginez-vous Marilyn Fitoussi au milieu des années 70. J'avais environ 8-9 ans et j'avais la chance de passer mes vacances chez ma grand-mère. Et ma grand-mère avait un grenier. Et dans ce grenier, il y avait l'armoire magique. Elle gardait minutieusement tous ses vêtements. Donc là, on est années 70. Donc, ce qui veut dire qu'elle gardait ses vêtements depuis les années 60. Donc, je parle des robes du dimanche. On gardait beaucoup. Voilà, il y avait des robes de tous les jours, les robes des dimanches. Donc, il y avait des souliers dans des boîtes avec du papier de soie. Il y avait des cartons avec des sacs à main, des gants, des vieilles lunettes de soleil. Tout ça, c'était bien emballé. J'avais libre accès à toute cette armoire un petit peu secrète. Ça sentait la naphtaline. Et là, je passais des après-midi à me déguiser, à me raconter des histoires avec les divers vêtements que je pouvais porter de ma grand-mère. Donc, c'était intuitif. Je ne savais pas qu'il y avait un métier qui s'appelait costumière, qu'on pouvait en vivre, que c'était un vrai métier. Mais j'avais déjà compris qu'on pouvait raconter énormément d'histoires et de belles histoires avec des vêtements. Et donc ça a été le premier petit déclic. Et le deuxième déclic, c'est un peu ridicule, mais je sais que pendant toutes les périodes de fête, il y avait à la télévision, il y avait des opérettes. Et j'adorais regarder les opérettes de Francis Lopez. Voilà, il y avait des costumes, donc je trouvais ça déjà très, très, très féerique, cette approche du costume, parce que moi, je viens d'un milieu où on n'avait pas, accès à cette époque-là à Internet, à toutes ces choses. Ouais. J'habitais dans une petite ville de province, donc des magazines de mode, il n'y en avait pas énormément. On attendait juste l'arrivée du catalogue de la Redoute et des Trois Suisses avec émerveillement à cette époque-là. Donc, cette petite ouverture sur le monde du costume avec les opéras de Francis Lopez, pour moi, c'était super. Et on avait aussi, pour la période du Nouvel An, je crois, il y avait l'émission avec les belles filles du Lido. Et donc là c'était un monde pour moi. C'était la revue. Il y avait cette fille complètement magnifique qui portait ses soutiens-gorge en strass, ses paillettes, la dorure, les manteaux extravagants en plumes d'autruche. Et j'étais complètement fascinée. Je me suis dit, mais je veux faire ça. Moi, je veux un métier où il y a des paillettes, de la dorure, de la plume, où c'est superficiel et léger, où on habille les gens et ils deviennent beaux. Voilà, donc je me suis dirigée après vers des études, on appelait ça à Troyes à l'époque, des études arts et lettres. J'ai passé mon bac, j'ai fait un peu l'école du Louvre pendant 1 an, BTS à Olivier de Serres en design textile, mais je n'arrivais pas à retrouver cette magie que j'avais connue dans l'armoire de ma grand-mère et en regardant toutes ces opérettes et ces belles filles. Donc, par hasard, parce que c'était les années, là je vous parle, c'était les années 80, Paris est une fête et je sortais un peu, beaucoup, passionnément à la folie. Et un jour, je vais donc au bain-douche et c'était l'époque, ça va faire rêver les jeunes, mais l'époque où Cathy Guetta faisait des fêtes et David Guetta était DJ au bain-douche. Voilà, les chères années 80. Et lors d'une soirée au bain-douche, je vois les barman déguisés, les serveurs déguisés et un groupe de gens déguisés, mais qui avaient l'air de s'amuser
assez follement. Et voilà, je ne sais pas, parce que je suis extrêmement timide, mais des fois, je sens qu'il faut y aller, sinon je le regrette toute ma vie. Je m'approche de ce groupe de gens et je tombe sur Sylvie de Segonzac. Sylvie de Segonzac qui avait à l'époque les costumes de Paris dans le 9e. D'accord. Donc on n'arrive pas à discuter. Les boîtes de nuit, c'est pas l'endroit où il faut discuter. Mais elle me dit, appelez-moi dans la semaine. Je lui dis mon amour du costume, que je ne connais rien, mais que je suis étudiante. Enfin, elle me dit appelez-moi. Donc le lendemain, je cherche dans les pages jaunes à l'époque, les pages jaunes, je précise, pour ceux qui ne les connaissent plus. Je tombe donc sur l'adresse des costumes de Paris. J'appelle Sylvie. Là, le courant passe immédiatement parce que c'est quelqu'un qui est chaleureux et enthousiaste et qui aime faire la fête. Donc, je vais la voir. Et là, c'est la révélation de ma vie. Je venais de faire un stage chez Boussac dans un bureau d'études avec un tiers-ligne à faire des coordonnées de rayures. Et là, cette maison, c'est un petit hôtel particulier au fin fond d'une cour dans le 9e. Et là, je retrouve toutes les sensations du grenier de ma grand-mère, tous les trésors. C'est les cartons avec les corsets, avec les soutiens-gorge strassés des danseuses de music hall, une robe en toile de jute peinte par RT dans les années 40. Enfin, c'est mon univers. Là, je me sens complètement à l'aise. Et je me dis, je veux faire ça. Donc, effectivement, Sylvie, qui venait d'une lignée, son père était producteur de cinéma, elle était elle-même créatrice de costumes, donc elle m'a expliqué effectivement ce que c'était le métier. J'avais envie d'en apprendre plus. Donc là, je suis allée, j'ai passé un an chez Berman Straunwes, c'était un loueur de costumes qui venait d'être racheté par Angels, qui est un grand loueur anglais. Donc j'ai passé un an et là je vivais dans un musée, donc j'ai compris le costume, j'ai pu toucher des robes qu'on ne voit en général que dans les musées. Ouais. Donc là on peut les ouvrir, on peut voir les finitions à l'intérieur, on peut comprendre la structure d'un vêtement. J'ai rencontré toutes les costumières les créatrices de costumes de l'époque et ma Charlotte David, avec qui je suis toujours très amie. Charlotte David, qui était à l'époque une jeune créatrice de costumes. J'étais habillée, on m'avait demandé un jour d'aller me changer. Voilà, j'étais habillée assez originale, on va dire. Ouais. Et Charlotte m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu as envie de rester là ou est-ce que tu as envie de m'assister sur un film? Pourquoi à ce moment-là, elle a prononcé cette phrase et pourquoi ce jour-là, j'ai dit, mais je vous suis, j'ai donné immédiatement ma démission. Voilà. Ah oui, c'était quand même... On rit encore en se disant que l'une et l'autre, on était complètement inconscientes. Et donc, j'ai fait comme ça mon premier film comme habilleuse. Et alors, qu'est-ce que c'était ce film? C'était le film de Bruno Herbulot qui s'appelait Juste avant l'orage. D'accord. Voilà, c'était ma première expérience avec le cinéma. Et donc, forte de cette expérience, parce que je me sentais un tout petit peu plus légitime, j'ai rappelé Sylvie de Segonzac. Et là, ça a été le début d'une collaboration. Ensemble, on a fait Les Caprices d'un fleuve, on a fait Beaumarchais l'insolent, on a fait Les Enfants du Marais. Et Sylvie a été vraiment celle qui m'a... après, j'ai eu un autre initiateur, c'est Olivier Berriot, mais Sylvie m'a appris cette liberté, un regard vraiment sur le costume et le costume d'époque. Je me souviens sur Les Caprices d'un fleuve. On avait été chez Tirelli, on avait loué en Autriche, à Paris, en Angleterre, et on avait fait fabriquer beaucoup de vêtements pour Bernard Giraudot aux ateliers des ADC. C'était impeccable, c'était très beau, très bien fait. Mais je vois ma Sylvie qui tique toujours et que je ne me sentais pas contente. On fait faire de belles patines, tout va bien. Le jour du tournage arrive, le premier jour, et c'était la scène d'adieu de Bernard Giraudot dans un salon. La lumière était sublissime. On avait beaucoup de figurations. Et Bernard portait un habit en velours bleu, très beau, avec des belles broderies. Et je sens que Sylvie, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a ce petit supplément d'âme qui n'y est pas.
Et à un moment donné, on était à 5 minutes de tournée et Bernard faisait la mise en place puisqu'il était réalisateur. Et je la vois très gentiment s'approcher d'un vieux monsieur perruqué avec de la poudre et sa mouche et lui dit: «Bonjour monsieur, je suis Sylvie de Segonzac. Alors je vais me permettre de retirer votre habit un tout petit instant». Elle prend l'habit du monsieur, Bernard donnait les dernières indications, elle dit: «Bernard», elle lui enlève son habit et elle met l'habit du vieux monsieur et là je la vois sourire et me regarder l'air qui pétille et voilà, c'était la veste qu'il fallait, qui avait beaucoup plus d'âme, qui avait vécu et c'était magnifique et là je me suis dit effectivement il faut toujours avoir cette liberté de pouvoir changer. Les vêtements qui ont une âme, une vraie patine, évidemment sont bien plus beaux que tous les autres et voilà, là j'ai compris aussi l'importance du vêtement authentique. Et ça s'est joué quelques secondes avant la prise, finalement. Quelques secondes, mais voilà, c'est quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Et je sentais qu'elle n'était pas contente et elle a toujours, voilà, son œil était acéré et elle savait qu'il fallait changer. Jusqu'à la dernière minute, elle s'est dit non, c'est pas ça, ça va pas, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et voilà, c'était voilà, il n'y avait pas assez de vie dans ce vêtement. Et ça, je l'ai vraiment toujours gardé à l'esprit et c'est vrai que comme beaucoup de créatrices de costumes, de toute façon, c'est vrai qu'on préfère travailler avec des vêtements authentiques qu'avec des vêtements des fabrications, parce que le poids du tissu n'est pas le même si l'exécution est impeccable, si la patine est pas... Il manque toujours pour moi, ce petit moment de magie. Voilà. Donc voilà, c'est ma longue introduction pour vous raconter comment je suis arrivée un peu par hasard, mais j'ai rencontré au bon moment les personnes qu'il fallait. Et alors, j'ai vu qu'entre 2001 et 2012, vous aviez été créatrice de costumes pour des films mexicains, 9, je crois. Je ne sais plus, ouais. J'en ai compté 9, de genres assez variés, des comédies romantiques, des thrillers, des films plus d'aventure. Donc, est-ce que vous pourriez nous raconter cette expérience? Ma période mexicaine. Alors, en fait, je suis arrivée par hasard. C'est un peu ma vie, c'est ça. C'est des hasards, ce sont des rencontres. C'est vrai. J'ai fait un film avec Charlotte de Turckheim. C'était en 98, qui s'appelait Mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs, avec Alain Bachung et Victoria Abril. Et donc, il y a des films qui peuvent faire basculer votre carrière au niveau professionnel, personnel. Moi, ça a fait basculer ma vie sur les 2 plans. Après ce film, j'ai décidé de rester au Mexique. Oui, le tournage était là-bas, alors. J'étais à Playa del Carmen, au Mexique. Et moi qui étais très, très parisienne, je ne me sentais pas du tout habiter à l'étranger. Je l'envisageais absolument pas. Je pensais ça au-dessus de mes forces. C'était l'époque où je m'habillais chez Kenzo, Christian Lacroix, parce que j'étais très amie avec les attachés de presse de l'époque. J'avais les sacs à main assortis. Bref, j'étais très, très parisienne, très sur l'apparence. Et du jour au lendemain, j'ai un choc culturel avec le Mexique, avec la couleur, qui est après devenue un peu ma marque de fabrique. Et je suis donc restée au Mexique. Je ne parlais absolument pas espagnol du tout. J'avais quand même des années d'expérience à Paris. J'avais fait des films. J'avais fait des films comme assistante, comme créatrice de costumes aussi. Et je décide de rester là-bas. Je contacte le producteur exécutif qui s'appelait Jean-Michel Lacor, qui est un monsieur qui avait énormément d'expérience, autant à Paris, en France. Il avait été assistant sur des grands films parisiens, enfin français. Et il avait monté ensuite sa maison de production au Mexique. Et je lui ai dit, je ne veux pas retourner en France, je veux rester ici, je ne parle pas espagnol, j'ai ton expérience. Ça l'a fait beaucoup rire. Il m'a dit, vous ne parlez pas espagnol, mais est-ce que vous savez sourire? Je lui ai dit oui. Il m'a dit, on va travailler ensemble. Et il m'a fait faire une première pub. Je ne parlais donc pas espagnol. J'avais un petit enregistreur et j'enregistrais les réunions de pub, parce que j'ai commencé par faire de la pub au Mexique. Non, je souriais, je disais nos problemos, claro, bien sûr. Donc, je trouvais ça très charmant et très exotique. Et donc, j'enregistrais les réunions et je me faisais traduire ensuite
par Jean-Michel ce qu'il fallait que je fasse. Donc après Donc vous découvriez après coup le brief, mais vous aviez déjà accepté, voilà. quoi. Voilà, j'avais cet aplomb et cette espèce d'insouciance qui fait que ça ne me posait absolument aucun problème. Voilà, je voyais des mood-boards, je saisissais l'idée, voilà. Et Oui. puis le costume, le vêtement est quand même un discours universel. Donc après 2-3 mood-boards, j'avais complètement compris de quoi il s'agissait. Mais je me suis aussi heurtée à part la langue. Moi, j'arrivais donc de Paris, qui est quand même la capitale de la mode. Il y a une diversité de magasins, d'offres de magasins. Le Mexique n'a pas de maison de location de costumes, par exemple. Ah oui, donc ça a dû être une grande Ça a été différence. une grande différence parce que très vite, je me suis retrouvée à faire un film sur la vie d'Eisenstein, qui était un film d'époque. Et donc, je rencontre effectivement celle qui a été mon associée pendant ces 13 ans d'aventure, Joséphine Echeverria, et qui m'a vraiment fait découvrir le Mexique. Elle aussi, elle m'a pris sous son aile, elle m'a partagé son carnet d'adresses, fait rencontrer tous ses fournisseurs. Et donc, je lui ai dit d'une façon très naïve, allons visiter le loueur de costumes. Elle me dit, mais cela n'existe pas ici, les loueurs de costumes. Donc, en fait, chaque costumière a un petit stock personnel qu'elle partage, qu'elle met en commun. Ah oui, c'est une manière très différente. C'est excessivement différent. Donc voilà, on a tout un réseau ensuite de costumières où on se loue, on s'échange, on se prête, on met à disposition nos stocks parce que là je vous parle d'il y a 10 ans. Maintenant je sais qu'il y a une maison de costumes, un peu le Baoul, qui est un peu plus institutionnalisé, qui est un peu plus fait ça d'une façon un peu plus professionnelle que ce qu'on pouvait trouver à Paris. Donc ça, c'est vrai que ça m'avait un petit peu déstabilisée en me disant, mais mon Dieu, comment fait-on? Et donc là, j'ai appris ce système D de débrouille à la mexicaine, où les patines, ils faisaient les patines avec du papier carbone, avec des épices, parce que voilà, faire une commande chez Patinea ou sur des sites un peu spécialisés, ça ne se faisait pas. Donc là, j'ai découvert une imagination, une liberté que je n'avais pas envisagée avant. Donc, et une entraide aussi, j'imagine, si les costumiers se partageaient leur stock, ça doit créer des relations très particulières aussi. C'est très différent. Effectivement, c'est très différent de la façon d'aborder. Voilà, on va plus facilement faire du shopping à Los Angeles que maintenant, depuis que j'ai quitté le Mexique. Je sais qu'il y a H&M s'est installé, il n'y a toujours pas Ikea. Voilà, pour quelqu'un qui vient d'Europe, une ville où il y a qui fait Mexico City, je parle à l'époque, il y avait déjà 20 millions d'habitants. Donc Zara, Mango, c'était vraiment les deux, c'était notre temple. C'était vraiment les deux endroits où on pouvait retrouver des modèles existants aussi en Europe pour ne pas être trop décalé. Mais après, c'était tout l'accès qu'on avait au magasin. On commençait à commander un petit peu sur Internet, mais notre fonds de commerce, c'était effectivement les stocks qu'on avait. Moi, quand je venais une fois par an en Europe, donc je repartais avec des valises entières avec des choses précises comme me demandait, comme des bonnes épingles à nourrice en acier. Je ramenais beaucoup de mercerie. Chaque fois que je faisais des voyages à Los Angeles, je ramenais aussi des choses qui étaient indispensables au Mexique et qu'on ne trouvait pas. Et que vous partagiez alors avec aussi... Et que je partageais avec mes camarades et copines mexicaines. Donc, par les tissus, ça aussi, la proposition en tissu mexicain, tous leurs beaux tissus en fibres naturelles sont destinés à l'exportation. Et ce qui reste au Mexique, ce sont des tissus synthétiques. Donc, tout le milieu des designers mexicains, des jeunes designers, ils sont très créatifs, mais tout ça, ça pêche toujours par la qualité des matières premières. Oui, exactement. Et alors pour Eisenstein, par exemple, vous avez pu trouver ce que vous vouliez Alors, je suis allée chez toutes les costumières qui avaient des choses, et après j'ai énormément fait fabriquer parce que évidemment
la main-d'œuvre n'est pas chère au Mexique. Il y a des gens qui cousent extrêmement bien. Il y a des tailleurs. Donc, on a démonté des vêtements pour les réadapter. Enfin, ça a été, effectivement, ça m'a pris beaucoup plus de temps que si j'avais passé une demi-après-midi. Je leur disais, mais ce qu'on fait là, ça m'a pris un mois de préparation, alors que j'aurais pu préparer chez un loueur en une après-midi, une journée. Donc, oui, parce que la fabrication prenait une part très importante par rapport à... Oui. Absolument, trouver des tissus. Je me souviens, voilà, il y avait il y a quand même des vieilles boutiques dans le centre historique de Mexico avec des vieilles bonnetteries ou des choses qui pouvaient ressembler quand retaillées. Enfin, j'ai fait retailler des costumes, donc c'était voilà, c'était une autre manière, mais le Mexique m'a complètement aidée à casser mes codes, puisque je retrouvais au Mexique tout ce que j'avais aimé enfant. C'était la couleur, c'était la paillette qu'on retrouve dans les ex-voto, c'était les dorures, les maisons hyper colorées. Ils n'avaient absolument peur de rien. Donc, moi, j'adorais vivre là-bas. J'avais une liberté que je n'avais jamais ressentie avant. Les Mexicains étaient friands de mon savoir-vivre et moi, j'étais friand de leur liberté. Donc, c'est là où j'ai appris aussi à détourner leur artisanat, à me le réapproprier. Et j'ai rencontré effectivement un réalisateur, Daniel Gruner, avec qui j'ai beaucoup travaillé autant en film qu'en pub. Il a été le premier à me faire travailler parce que lui était avide de ce savoir-faire ou de regard que je pouvais porter sur leur cinéma et comment je pouvais me réapproprier leur code. Et c'est ce qui m'a aussi amené à faire ce film un peu délirant que vous avez vu, dont vous avez vu la bande-annonce, qui s'appelle Salvando al Soldado Pérez. C'est une comédie, une caricature de ce film américain Sauver le soldat Ryan. Voilà, là c'était, je ne sais pas pourquoi, mais le réalisateur Beto Gomez, qui commençait à être un réalisateur connu à l'époque, a pris un énorme risque avec moi parce que c'était un film vraiment sur le monde. Lui c'est un norteño, il habite dans le nord de Mexico où les codes sont différents du centre et du sud de Mexico. Leur phrasé n'est pas le même. Physiquement, ils sont aussi différents des vrais Mexicains. C'est très, très codé, le milieu des narcotrafiquants. Et il a pris la française qui était la plus parisienne à l'époque pour faire son film. Donc, je me demande toujours, mais voilà, ça l'amusait. Effectivement, on a beaucoup parlé. J'ai fait beaucoup de réunions avec lui pour qu'il m'explique un peu. J'avais quand même Joséphine avec moi qui ont maîtrisé les codes, mais voilà, on a beaucoup parlé des looks de tous ces narcos, mais c'est des concours des concours de style. Pas sur voilà, parce qu'après effectivement on a des gens quand ils sont très haut placés comme des Escobar, eux ne jouent absolument pas sur le code du vêtement. Ils font profil bas, mais tout ce qui est les petits capots comme ils les appellent, les hommes de main, eux dès qu'ils ont un peu d'argent, c'est fou. Ils vont aux États-Unis. J'avais été quand j'ai commencé à préparer Paradise Lost, j'ai donc été à Los Angeles et chez Saks Fifth Avenue. Les employés me disaient qu'ils recevaient effectivement des narcos et qu'ils prenaient tout ce qui était le plus cher, le plus bling, le plus doré. Donc effectivement, tout ça. Oui, vraiment dans la démonstration. Dans la démonstration de leur argent. Donc c'est pour ça que ce film-là, pour moi, c'était très, très rigolo à faire parce que je pouvais tout faire. J'avais carte blanche. Quand on commence à voir le milieu des narcos, tout ce qu'ils arrivent à se faire sur mesure et en joaillerie aussi, c'est complètement extravagant. Il n'y a aucune limite. Il n'y a aucune limite. Donc moi, c'était... évidemment, pour moi, c'était carte blanche et c'était le paradis. Je pouvais ça devait être formidable. l'espèce de bon goût dont je suis capable dans tous ces looks et absolument pas me censurer pour quoi que ce soit. Donc effectivement, on s'en est donné à cœur joie jusqu'au bar. Oui, ça se sent et on voit notamment, j'ai reconnu le comédien Jaime Camil qui joue dans Jane the Virgin, le père de Jane, et qui a des costumes incroyables, rose bonbon, des blancs à carreaux.
Vous avez dû vous régaler. On s'est beaucoup amusé et utilisé la couleur rose. On s'est dit qu'est-ce qui, pour ce milieu qui est quand même très, très macho, plein de testostérone, très viril, effectivement, c'était très basique, mais la couleur rose, c'était quelque chose qui était assez impensable pour eux. Donc, on s'est dit, allez, banco, faisons ce personnage en rose, avec une apparence un peu plus pop que les donc c'était assez rigolo. C'était vraiment très très drôle à faire et j'ai fait aussi tout un groupe de mariachi rose. Enfin, tout était dans la démesure et on n'avait absolument aucune limite. C'était une comédie, on s'est tous beaucoup amusés, vraiment. Et alors, vous évoquiez aussi Paradise Lost, dont vous avez signé les costumes ensuite, qui est sorti en 2014 avec Benicio del Toro qui interprète Pablo Escobar. Et en fait, le film est sorti avant la série Netflix Narcos, avant le film Escobar où cette fois-ci c'est Javier Bardem qui l'interprète. Absolument. Et voilà, donc je me demandais comment vous avez rejoint le projet et quelles étaient vos inspirations pour à la fois les personnages inventés du film, parce qu'il y a une partie vraiment fictionnelle. Et puis en même temps, vous êtes une des premières, en tout cas dans cette série de recréation de Pablo Escobar, à avoir recréé ses costumes. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter aussi comment vous avez construit sa garde-robe de cinéma ? Oui. Alors, je suis arrivée je dois ce film en fait à Bruno Vatin. Bruno Vatin, qui est un directeur de production, pour ne pas le citer, et qui était directeur de production sur le Marsupilami. Oui. Qui était donc le film d'Alain Chabat, sur lequel vous avez travaillé. À Paris et au Mexique. Et le créateur de costumes était Olivier Berriot. Et moi, j'étais en charge de la figuration au Mexique. On avait énormément de figurations. Il fallait que cette figuration soit très BD. Donc là aussi, vu que je n'avais absolument plus aucune limite dans mes codes et toute ma liberté créative, j'avais fait des personnages assez fous. Donc pour la petite histoire, je vais faire juste une parenthèse parce que c'est très drôle. J'avais fait une jeune femme mais avec un full look léopard. Mais les pièces étaient imprimées léopard, le chapeau, les vêtements, le manteau, les gants, les collants, les chaussures, le sac à main. C'était la folie. Les boucles d'oreilles. La fille portait ça, elle avait du chien. Elle m'a enlevé cette tenue et à la place d'être ridicule, c'était Maria Félix qui descendait. C'était une scène où elle descendait d'un avion. 2 jours plus tard, je reçois un coup de fil de Marilyn Montieu, qui était la monteuse du Marsupilami, qui est vraiment une amie intime, et elle me dit « Je te déteste. Je te déteste. » Alain a tellement adoré cette fille qu'on la voit descendre de l'avion, remonter avec les autres passagers, on la voyait dans toutes les... Elle me dit « J'ai des choses immontables, c'est à cause... » Voilà. Donc, on en a beaucoup ri, mais et donc Bruno Vatin n'était pas insensible à tout ça, à tout ce travail qui avait été effectué. Et donc, quand il s'est retrouvé devant travailler sur ce film qui devait se tourner au Panama, il se dit qu'il faut quelqu'un qui parle français, anglais, espagnol et qui connaisse aussi les codes du monde latino. Et un peu aussi, effectivement, les États-Unis, puisqu'on avait un rôle, Josh Hutcherson, qui était un jeune Américain. Et donc, voilà, son esprit, je ne sais pas, s'est illuminé. Ma vie est faite de rencontres un peu magiques avec des gens bienveillants. Et donc, j'ai reçu un coup de fil de Bruno qui m'a dit « Qu'est-ce que tu fais ? J'ai ce film à te proposer. » Et je suis venue à Paris, j'ai pris un avion et je suis venue à Paris rencontrer Andrea Di Stefano, qui était le réalisateur. C'était son premier film. Et l'alchimie a marché parce qu'effectivement, c'est un dossier, j'avais déjà fait avant ce film, même si c'était une comédie sur le monde des narcos, je connaissais bien. Donc voilà. Et sur ce film, Paradise Lost, j'ai énormément travaillé sur la documentation. Ça, c'est une des phases que je préfère, en fait. C'est toute cette phase de recherche de documentation. On visionne des films, on regarde des documentaires. Et là, j'ai passé des heures à regarder tous les documentaires que je pouvais sur Escobar. J'ai des amis colombiens
Donc ça m'a beaucoup servi aussi pour tous ces personnages inventés. Je leur ai demandé de me scanner leurs albums de famille. Ah, c'est génial, ouais. Ce qui était très bien parce que je pouvais vraiment voir, voilà, c'était pas à travers des magazines de mode, mais c'était vraiment au travers de familles colombiennes de cette époque-là. Donc ça m'a énormément servi. Et j'ai fait un dossier. Maintenant, effectivement, j'avais pas envie d'envoyer à Benicio juste une clé USB ou un link comme on peut faire. J'avais envie d'un dossier parce que il y a un rapport aussi au papier. Je m'en aperçois avec des comédiens qui toujours demandent quand même d'avoir un scénario papier, même si on peut regarder tout ça sur un iPad. Et je lui ai fait un énorme dossier sur toutes les photos d'Escobar depuis ses débuts. Il y a quand même énormément de photos qui sont parues, d'articles de presse. Benicio parle aussi espagnol, il maîtrise les deux langues. Donc, je lui ai fait un énorme dossier par chronologie avec tout un mood board et des intentions finales, et je lui ai envoyé chez lui à Los Angeles. J'ai fait prendre ses mesures par un tailleur à Los Angeles et j'ai commencé à travailler au Mexique. Je voulais absolument ne travailler qu'avec des vêtements authentiques, mais je voulais pour certaines scènes clés de la vie d'Escobar avoir vraiment les vêtements identiques. Donc, je suis partie à Los Angeles avec 5-6 valises. J'ai continué ma préparation là-bas. J'ai vraiment chiné. Il y a des loueurs merveilleux. Il y a ensuite des charity shops, des Goodwill. Donc, j'ai vraiment chiné beaucoup de choses. Et le 13 février, le jour de mon anniversaire, essayage Benicio del Toro. Donc c'était chez lui, j'avais 1 heure pour m'installer, pour préparer. Et là, à 10h moins 2, l'assistante de Benicio arrive et pose la question fatidique, êtes-vous prête pour Benicio? Et là, voilà, on respire un bon coup et on dit yes, of course. Et j'entends des pas arriver, descendre l'escalier et hi, I'm Benicio. Voilà, là on ne sait pas si on se jette par la fenêtre, si on s'évanouit ou si on bégaye. Donc je pense que j'ai dû avoir envie de faire les doigts. Et il a regardé, j'avais 6-7 portants à peu près. Il a tout regardé, il a inspecté les portants, les vêtements un par un. Et là, ça a été le moment le plus surréaliste de ma vie. Il a dit « Ah oui, la veste conférence de presse 1982, oui, le t-shirt Hacienda, qu'il porte à l'Hacienda en 87. » Il a été capable, en regardant chaque vêtement, de me citer la date, la photo sur laquelle il avait vu. Il avait absolument mémorisé tous les vêtements. Ah oui, c'est incroyable. Mais ça ne m'est jamais arrivé de ma vie. Enfin, j'ai fait peu de biopics, mais là, c'était incroyable. Il était distant mais très courtois, et à la fin, il a eu un demi-sourire. Comme Escobar portait beaucoup de sneakers, de chaussures de sport. J'avais mis donc les paires de chaussettes qui correspondaient. Il y avait une paire de chaussettes blanches avec un petit sourire. Il m'a dit, je pense qu'il manque 2 cm de hauteur à cette paire de chaussettes. Ça a été fait, et là, il m'a demandé de commencer l'essayage. Il m'a dit, est-ce qu'on peut commencer à essayer par ordre chronologique? Évidemment, elle connaissait le scénario par cœur, si c'était jour, nuit, sur quel décor. Et il a passé la première veste, et là, la magie a opéré, ce qui n'est pas toujours le cas. Et l'évidence de la silhouette est arrivée tout de suite. Des fois, ça peut être beaucoup plus laborieux, mais là, la première veste, c'était évident. Il avait pris du poids, il était en mimétisme total avec la démarche un peu lourde d'Escobar. Il s'était inventé des tics. Donc là, en commençant à travailler, il m'a dit, je voudrais sur ce polo qu'on rajoute une poche, parce que je me dis qu'Escobar prend des notes toujours et tout le temps, donc il faut que je puisse sortir mon stylo. Donc quand Andrea est arrivée pour l'essayage, la silhouette était trouvée. On avait déjà fait énormément de tenues, et ça a été absolument rapide et facile. Et ça a été normalement, moi je fais en général 3 essayages, mais dès le premier essayage, toute la garde-robe avait été constituée. Et quand on s'est retrouvés tous après à Los Angeles pour pouvoir faire les essais caméra avec la perruque, là il s'était laissé pousser la moustache.
Et donc c'est vrai de voir les vêtements avec la coiffure, c'était juste magique. Et au sujet de Mmh. la perruque, il avait une perruque qui était très, très bien faite. Donc on lui pose sa perruque et voilà, on est enthousiastes tous, lui, moi, le réalisateur, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et on regarde des photos, la perruque est parfaite, il s'est cranté comme il faut, l'arrêt est d'une beauté. Ouais. Et non, le personnage est presque là, mais pas là. Et Benicio se regarde pendant 5 minutes, seul, face au miroir de maquillage. Il demande à ce qu'on lui enlève la perruque et il demande à la faire reposer, je sais pas, un centimètre plus en arrière sur son front. Et là, voilà, Escobar est apparu, il était là. J'ai rarement vu un comédien avec un regard aussi acéré sur ses costumes, sur sa gestuelle. C'était très, très étonnant de travailler, c'était Mmh. super intéressant. Franchement, c'est un très bon souvenir de certains comédiens qui sont en immersion mais complète, totale avec leur personnage, qui travaillent énormément aussi. Sinon, le talent sans beaucoup de travail, ce n'est qu'une vilaine manie, comme disait le père Hugo. Mais voilà, c'est tout ça, c'était extrêmement travaillé et maîtrisé. Et après, pour tout ce qui était figuration, là, ça a été, je me suis aussi déchaînée parce que les années 80 à Medellín, les narcos pour de l'argent, c'était, voilà, c'était C'est un beau terrain c'était de jeu. super. Voilà, c'était très intéressant. Et les années 80, j'adorerais refaire un film années 80 parce que je pense qu'on n'a jamais été aussi laid qu'à cette époque. Ce sont des proportions, des matières. Voilà, je suis toujours très interrogative sur ce style, mais j'adorerais vraiment refaire un film années 80. Voilà, ça c'était Très bien. mon expérience Paradise Lost et Panama. Merci beaucoup, Marilyn. Et alors ensuite, on va parler de votre expérience EuropaCorp, Oui, si vous le voulez bien. Vous avez travaillé pour de nombreuses productions EuropaCorp. Alors Bandidas avec Penelope Cruz et Salma Hayek, Colombiana avec Zoé Saldana, et puis Taken 2 et Taken 3, et enfin Valérian, où vous avez collaboré avec Olivier Berriot. Donc est-ce que vous pourriez nous parler de ces expériences et notamment de votre collaboration avec Olivier Berriot, qui je crois vous a marqué? absolument. Olivier Berriot, voilà, je l'ai rencontré encore par hasard. J'avais fait au Mexique le film de Yann Kounen qui s'appelait Blueberry avec Vincent Cassel. Qui était un film d'époque, et Ariel Zetoun en était le producteur, et je pense qu'il était sur le producteur exécutif, si je ne m'abuse, sur Bandidas. Et effectivement, quand Olivier cherchait quelqu'un pour pouvoir l'assister, le seconder au Mexique sur le tournage de Bandidas, Ariel Zetoun a pensé à moi, j'ai pris un petit avion, je suis venue à Paris, j'ai rencontré Olivier et je travaillais en binôme avec sa chef costumière Corinne Brelan. Il y avait Oui. énormément de choses à faire, donc nous devions être vraiment deux chefs costumières, elle plus au rôle et moi évidemment plus pour la figuration et tout ce qui était fabrication, parce que voilà, le Mexique était devenu mon pays. Donc, grâce Oui. à Olivier, j'ai fait énormément de films très variés, de gros films qui ont terminé, on ne termine jamais d'apprendre, mais qui m'ont donné d'autres cordes à mon arc. J'avais toute cette partie film 18e, film d'époque avec Civitz Gonzague. J'avais ma propre expérience sur des films mexicains, de la pub au Mexique. J'avais aussi quand même fait des films français. J'avais fait un beau film avec Charlotte Rampling et Max von Sydow, mais plus sur du contemporain. Et grâce à Olivier, c'était le monde du film international, des blockbusters, qui s'ouvrait à moi. Donc, sans lui, je n'aurais absolument jamais eu accès à ces films. C'est pour ça aussi que j'ai
absolument accepté chaque fois qu'il m'a proposé de faire ces films. Je les ai refaits comme chef costumière et non plus créatrice de costumes, parce que la vie est un long stage et qu'il fallait encore apprendre et apprendre. Ce métier, voilà, on n'a jamais fini de tout apprendre. Donc toutes ces expériences m'intéressaient. En général, j'avais toujours un coup de fil d'Olivier, il me disait salut, ça va? Qu'est-ce que tu fais les 6 prochains mois? C'était pas c'était qu'est-ce que tu fais les 6 prochains mois? Donc en général, j'ai fini par la suite par avoir un garde-meuble à Paris avec les valises d'été, les valises d'hiver, parce que je ne savais jamais combien de temps je partais, si j'allais me retrouver avec été, hiver ou les deux. Donc j'ai fait en général, c'était des films sur 3 pays avec une logistique qui était très très lourde. Oui, c'est des projets colossaux. Donc c'est vrai, mais qui étaient super intéressants à faire. Et donc j'ai appris à travailler sur des films d'action, ce qui est très différent de films juste contemporains. Sur le film d'action, c'est effectivement, il s'agit de beaucoup de cascades, de doubles. Donc mon amour du vintage a été mis un peu en berne parce que effectivement, il faut 6, 7, 10 exemplaires d'un même costume. On a des doubles pour tout, le double voiture, le double cascade, le double feu. Il y a 2, 3 équipes. Sur la psychologie des personnages, moi, tout ce que j'avais fait en pub, le travail de la pub m'a énormément servi parce qu'il fallait travailler vite. On n'a pas le temps de développer la psychologie d'un personnage. Il faut qu'on sache vite, et grâce aux vêtements, à qui on a affaire, qui est en face de nous. Oui, le définir vraiment très rapidement. Voilà, c'est un certain public, ça doit être très rythmé, ça doit aller vite. On n'a pas le temps de se poser la question qui est-il, d'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait de sa vie. Non, il faut que ça soit très, très parlant et le vêtement aide à identifier très très vite. Et un vêtement qui supporte aussi le mouvement, j'imagine, la vitesse. Il faut pouvoir cacher des protections. On a un travail très étroit avec tout ce qui est SFX, les effets spéciaux pour les impacts de balles. Maintenant, tout ça se fait de plus en plus en digital, mais à l'époque, il fallait effectivement donner des doubles costumes aux gens des SFX qui travaillent le tissu pour poser leurs impacts de balles. Donc là aussi, apprendre que certaines fibres naturelles se déchirent beaucoup plus facilement, que l'impact est plus payant, que certains tissus ne se prêtent pas bien ou sont plus difficiles à travailler pour les impacts. Apprendre aussi les dimensions des poches de sang, 2cc, 3cc, enfin, c'était super intéressant. Moi, j'ai adoré. Philippe Hubin a été mon mentor sur ce thème-là, parce que robe moulante, effectivement, faut savoir où on va cacher l'impact de sang. Enfin, tout ça, c'était pour moi très très intéressant à faire. Même si c'était des films contemporains. Colombiana, ça avait mélangé effectivement la mode avec Zoé Saldana. On avait été chez Hervé Léger. On avait quand même des marques un peu pointues pour ses costumes, dans la grande tradition des héroïnes bessoniennes. Et après, il y avait tout ce côté film d'action qu'il fallait aussi gérer. Bon, ça, j'ai beaucoup appris. Et ça, tout ça nous a amené aussi Valérian, qui a été dans le top 3 des films que j'ai préféré faire dans ma carrière. Valérian a été absolument magique. Là, je retrouvais Olivier, je retrouvais Corinne Bruand. Donc, on s'est partagé des tâches. Moi, j'ai préféré prendre les dossiers. Je me dis, Prada, Gucci, je pourrais y retourner toute ma vie. Là, c'était l'occasion d'apprendre tout ce que je ne savais pas, c'est-à-dire tout ce qui est mocap suit, les combinaisons grises avec les capteurs de mouvement. Donc, travailler avec tout ce qui était les effets spéciaux visuels, digitaux, tout ce qui était LED, tous les systèmes électriques, tout ce qui était fabrication des armes, fabrication des accessoires, c'était énorme.
énorme. Ah oui, donc il y a une aventure complètement je nouvelle me à nouveau souviens pour vous. quand on a reçu les dessins, des combinaisons spatiales qui avaient été concoctés depuis de nombreuses années dans des bureaux top secrets aux États-Unis pour les deux protagonistes. On a reçu les dessins. Olivier au centre, Corinne à droite et moi à gauche. On s'est regardés et on a éclaté de rire. Éclaté de rire parce qu'on ne savait absolument pas techniquement comment on pouvait réaliser. Comment matérialiser ça C'était complètement dément. On s'est regardé, mais on dit comment on va faire, mais on ne sait pas le faire. Donc moi j'ai passé 2 mois à faire des visuels, des moodboards pour tout ce qui était de la figuration, puisque Olivier avait été le seul à pouvoir lire le scénario, donc il avait pris des notes. Ça passe comme ça chez EuropaCorp. Il y a un scénario, une pièce, un chef de poste, donc le créateur de costumes en l'occurrence, qui va lire le scénario, qui prend des notes et qui ensuite nous débriefe sur ce qu'il y a. Donc je veux dire, la liste de la figuration des personnages était assez impressionnante, donc j'ai passé 2 mois à faire des visuels qu'on a présenté ensuite à Desson. Il a dit oui, non, oui, non. Donc on comprenait les grandes lignes pour pouvoir travailler. Ensuite, on a eu une période de recherche de matériaux, ne serait-ce que de matériaux. On balbutiait au niveau des premières fibres, des tissus avec des fibres optiques. C'était le début des imprimantes 3D. À Londres, il y avait une boîte qui s'appelait Cute Circuit qui commençait à faire des robes lumineuses. Tout ça, c'était vraiment... maintenant, 6 ans plus tard, on referait Valérian différemment. Comment solutionner les combinaisons qui sont très près du corps alors que 2 comédiens sont en tournage à l'étranger. Donc, ça, c'était mon dossier scan avec lequel j'ai failli m'arracher les turbans. Donc, il a fallu que je comprenne comment tout ça marchait. Trouver des gens. Dendehan était en tournage en Allemagne. Donc, trouver qui peut partir en Allemagne avec des mallettes de caméra 3D pour aller scanner son corps en 3D pour pouvoir faire un mannequin et pour pouvoir ensuite travailler sur son mannequin. Cara était en défilé entre Londres et Los Angeles, donc finalement on a scanné son corps à Londres. Voilà, avoir ces fichiers, savoir à qui les donner, apparaître, trouver les fournisseurs pour réaliser leur corps en 3D, apprendre les jargons de tous ces ateliers de fabrication où voilà, ils parlent de gel coat, de thermoformat. Enfin, je ne savais rien et ça a été une expérience complètement folle. Les câblages, trouver des ingénieurs électroniques pour apprendre à faire tous ces câblages électriques pour que les fils ne cassent pas, pour que les acteurs puissent être en mouvement, pour qu'on puisse laver les vêtements. C'était énorme et c'était complètement surréaliste. On s'est retrouvé avec un atelier de 80 personnes. C'était ce qui est assez rare dans la Cité du cinéma. C'était un laboratoire constant, permanent. Ouais, c'était vraiment un de mes plus beaux souvenirs. Voilà, j'ai énormément appris, effectivement, puisqu'on avait tout un étage qui était occupé par tout ce qui était Light and Magic, les studios de Pixar qui venaient voilà, travailler en direct sur leur ordinateur pour réincruster sur des acteurs avec des mock-up shoots et des tracking points, incruster des aliens. Il y avait toute la fabrication des aliens du concours. Moi, j'arrivais à la Cité du cinéma à 6h30, j'en partais tard le soir, mais parce que j'avais envie une soif de tout apprendre, de tout connaître, tous les gens qui étaient dans notre équipe, qui avaient un savoir-faire de fou sur du travail de la résine, des tissus en latex. On inventait toute la journée, tous les jours, c'était un nouveau dossier. Et voilà, la créativité des gens de notre équipe, des gens qui travaillaient avec nous, j'étais complètement fascinée. Moi, je n'avais jamais fait
un film à cette échelle-là et avec des choses aussi précises à faire fabriquer, enfin faire fabriquer des armes hors normes. Le chapeau coquetier que porte Cara Delevingne, voilà, qui nous fait faire ça, comment, dans quelle matière, il faut que ce soit léger, comment ça, enfin voilà, c'était vraiment une très 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 bonne expérience et voilà, on a été très déçus quand le Valérian 2 n'allait pas se faire parce que là on était vraiment préparés techniquement. Voilà, là, ouais, j'imagine. Voilà, là on va faire d'autres choses et ça ne s'est pas fait. C'est comme ça. C'était la première partie de l'épisode 12 de Profession costumière avec Marilyn Fitoussi. Dans la seconde partie de l'interview, disponible prochainement sur votre plateforme de podcast, nous parlerons de la série Emily in Paris, du film Kaamelott d'Alexandre Astier, mais aussi des costumes préférés de Marilyn Fitoussi et de son combat pour la valorisation du travail sur le costume contemporain. Si vous aimez Profession costumière, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à suivre l'émission sur Instagram, @profession costumière. Vous y retrouverez le visage des créatrices de costumes interviewées, leur travail et leurs silhouettes préférées.